donc sur ce tableau, je fais une application des deux systèmes solaires que j'ai déployés pour bien comprendre le phénomène des mouvements célestes. Alors, pour avoir plus de précision, on va s'orienter directement sur le petit, voilà, sur celui-là. Donc je n'apprendrai rien aux astronomes et aux puristes du système solaire, cette mécanique céleste pensée par Nicolas Copernic. Mais j'ai appliqué une autre dimension, une autre vision, c'est-à-dire ça crée un autre référentiel sur le système solaire héliolinéaire. Donc le système solaire de Nicolas Copernic, on voit bien que la Terre fait le tour du Soleil, avec l'inclinaison de 23 degrés 3. Et puis, la Terre tourne autour du Soleil et fait 365 tours sur elle-même, en faisant le tour ici. Un peu plus même. Bon. Donc, la Terre, en faisant le tour du Soleil, fait un tour rétrograde. Je reviens souvent sur ce mot rétrograde. Je me pose la question si les scientifiques ont remarqué ce phénomène. Parce qu'à l'école, on m'a toujours appris qu'il ne fallait pas mélanger les torchons et les serviettes. Eh bien, la Terre tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour du Soleil. L'orbite, lui, crée un mouvement autour du Soleil qui est toujours le sens contraire des aiguilles d'une montre. Eh bien, c'est bien là le problème, que si on arrête le mouvement de la Terre sur elle-même et qu'on laisse tourner la Terre tourner autour du Soleil, eh bien là le sens rétrograde va apparaître. Donc il ne peut pas s'ajouter aux 365 tours. Il se déduit. Voilà. Donc, et c'est pour ça que je me pose la question aussi de Johann Kepler, qui avait répondu que le Soleil étant déplacé, désaxé, ça créait une ellipse, ce qui pouvait répondre aux 365 jours, 6 heures et 4 minutes. Alors, j'ai une vision qui peut remettre en question l'ellipse de Johann Kepler de 1571-1630. Donc, il y a maintenant le système solaire héliolinéaire que j'ai imaginé. Vous voyez, le Soleil, plus rien ne tourne autour de lui. Il rayonne sur les 4 saisons. Je supprime le tour, les 365 tours sur l'année. Et ça laisse apparaître que le tour rétrograde. Et là, le tour rétrograde ne sert que pour les saisons. Il ne sert pas pour jour-nuit. Jour-nuit, on voit ici 365 jours, jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. Tandis que là, le tour rétrograde, c'est-à-dire le jour et la nuit, qui reste depuis l'origine, avant le Big Bang. C'est bien pour ça qu'il faut retourner sur l'histoire du Big Bang pour comprendre les phénomènes célestes qui se sont appliqués depuis cette rupture des temps entre le Big Bang et notre temps aujourd'hui. Donc sur ce mouvement céleste, j'ai équipé notre Terre avec une lampe de poche pour remplacer le Soleil, pour qu'il y ait un seul rayonnement. Vous voyez ? Et cette lampe de poche va éclairer toujours la Terre au même endroit. Mais comme la Terre garde toujours le nord et une inclinaison de 23 degrés 3, quand elle fait le tour orbital, eh bien, elle fait un tour rétrograde. Donc, pour l'hiver, pour le printemps, pour l'été et pour l'automne. Alors,
cette pile, je l'ai donc remplacée par le support de mon appareil photo. Ce qui m'a permis de prendre une photo là, une photo là, une photo là, et la dernière photo pour l'automne. Voilà donc les 4 clichés que j'ai réalisés sur le système héliocentrique, je les ai mis sur une ligne, vous voyez, linéaire. Alors là, l'hiver, regardez, vous voyez, ça c'est l'hiver. On voit bien le zénith. Le zénith, il est là. Et la France, elle est en haut. Parce qu'on se situe par rapport... J'ai fixé sur, sur la longitude de Greenwich. Alors, autant pour le printemps, vous voyez, la France descend. Pour l'été, vous voyez, la France est descendue au maximum pour sa position. Et puis bien, l'automne, vous voyez, la France repart vers le haut pour refaire un cycle. Et le système s'enchaîne depuis lors. Voilà. Donc, il y avait le système solaire héliocentrique de Nicolas Copernic du XVe siècle, et puis le système solaire héliolinéaire que j'ai donc imaginé. Et je précise aussi que les deux systèmes solaires sont exactement les mêmes. Le phénomène ne change rien. Il n'y a que là l'observation qui génère un autre référentiel. Voilà le cosmos. Vous voyez deux mains qui symbolisent la création. Voilà mon imagination du système solaire héliolinéaire. La maquette et le support ressemblent à une comète. Et la tête de comète serait le Soleil. Et sa suite serait son système. Donc, la dualité qui m'intéresse, c'est le Soleil et la Terre. Je vais faire une manipulation. Il faut savoir que le cœur du Soleil, le temps est égal à 1. Que l'axe du temps passe par le cœur du Soleil. Ça fait partie de l'intelligence unique et indivisible. Je vais prendre l'axe du temps. Comme c'est une maquette et que c'est un jouet, eh bien je me permets de déplacer cet axe. Stop. Je l'applique dans l'axe céleste. À partir de maintenant, tout ce qui se faisait autour du Soleil, c'est fini. Tout se fait ici. Et l'axe du temps, qui est du Soleil, il est ici. Les référentiels, donc il y a le référentiel du système solaire héliocentrique et le référentiel du système solaire héliolinéaire. La différence, c'est que l'homme est sur Terre, il a les pieds sur Terre, il apportera des réponses en fonction de cette situation. Et ça, c'est le référentiel de Nicolas Copernic. Et si on se déplace sur l'écliptique, eh bien, regardez ce qui se passe.
Et vous pouvez voir aussi tous les petits cercles ici, ce sont les résonances du zénith. Toute la vie, toute la mémoire est en fonction de ces résonances-là. Et j'appelle donc ces résonances, c'est le globe imaginaire et immobile. Ça ne bouge jamais. Tout se fait dessus. Et la Terre est au détail mobile. Alors voilà, ici, c'est le tableau de bord des saisons. L'hiver, printemps, été, automne et re-hiver. Ça, c'est l'orbite. Alors, première découverte, la petite hirondelle, l'oiseau qui annonce le printemps. Alors, on dit qu'elle est en Centrafrique l'hiver. Voilà, le Centrafrique, il arrive. Voilà, je mets l'axe céleste en face, dans l'axe. Je mets la pointe de l'oiseau carrément en Centrafrique. Voilà, je vais mettre mon petit laser dessus pour bien préciser. Voilà, alors, on dit que l'hirondelle arrive chez nous au mois de mai. Je vais tourner un peu. Je vais me mettre au mois de mai. Avril-mai. Voilà, avril, elles arrivent à peu près 15 avril, début mai, les hirondelles. Alors regardez où se trouve l'hirondelle sans avoir touché, toujours sur sa résonance. Celle qu'elle avait en Afrique. Celle qu'elle va voir chez nous. Regardez. Voilà, bingo. L'hirondelle est chez nous. Elle n'a jamais bougé de sa latitude, de sa résonance. Elle est en mémoire ici. Elle n'en bouge pas. Voilà. Et donc, pensons donc au mois de septembre. Regardez, ça, c'est un oiseau aussi. C'est le vanneau. Et lui, il est sur sa latitude aussi, sur sa résonance. Je l'ai mise là-haut parce que je n'avais pas de résonance assez loin. Donc il est fixé là. Alors, je vais me mettre au mois de septembre. Voilà, au mois de septembre. Regardez le vanneau. Ah, regardez là-bas aussi, l'hirondelle. Elle est redescendue en Afrique. Elle n'a pas bougé. Et regardez le vanneau. Hop, il est chez nous au mois de septembre. Alors vous voyez, cette démonstration fait bien preuve que les oiseaux ne migrent pas. Ils sont tributaires des mouvements célestes. Alors aujourd'hui on dit que les oiseaux se déplacent parce qu'ils vont se nourrir, ils vont nidifier et ils cherchent la chaleur. C'est une erreur, c'est une erreur. Là, la démonstration fait que l'oiseau est simplement en mémoire sur la résonance et il se met en position de vie sur la Terre si il y a possibilité de vie pour elle, pour l'oiseau. Donc il en sera de même pour la grue. Je vais très vite parce que tout est relatif, tout se ressemble. Alors la grue prend son envol en Afrique de l'Ouest, nord-ouest. Voilà, je mets. Voilà, ici. Et puis, elle part donc en février, nord-ouest. Elle arrive donc au mois de mai, on va aller voir où elle va. Elle se retrouve au mois de mai. Voilà, 1er mai. Voilà, la mer Baltique. Vous voyez, l'oiseau ne va pas là par plaisir, c'est tout simplement qu'il est en fonction sur la résonance. Et regardez au mois d'octobre, novembre, où se trouve la grue. À la case départ, voyez, elle est partie d'ici, elle n'a pas bougé, elle est toujours restée au même endroit. Alors pour le papillon monarque, c'est pareil.
Donc j'ai fait un film et faire la démonstration avec ce film. Alors, est-ce le secret énigmatique du papillon monarque de l'Amérique du Nord? Il y aura 4 dates, 4 moments à se rappeler sur une année. C'est-à-dire fin février, début mai, début août, octobre et novembre. Je reviens sur fin février. Je cale mon appareil. Voilà. Alors, l'écliptique est orienté sur la 9e semaine de février. Regardez, l'écliptique est sur le secteur, est placé sur la 9e semaine. Le papillon donc prend source de vie sur l'état de Michoacán qui se trouve là au sud de l'Amérique du Nord. Il sera fixé sur la latitude D. Regardez, cette latitude est ici, qui est matérialisée ici par un petit cercle. Ces petits cercles sont les latitudes solaires. Cette latitude D, qui est majeure pour le papillon, va projeter son ombre, son filet d'ombre sur la Terre. Regardez, ici. Et il y a la latitude E aussi qui se trouve dessus, qui est matérialisée ici, qui elle aussi projette son ombre sur la Terre. Entre ces deux latitudes, c'est-à-dire la latitude D et la latitude E, il y a le phénomène de la métamorphose du papillon. Quand complètement haut, c'est l'œuf, la larve, la chrysalide et le papillon. Une fois que la latitude D termine son travail, le papillon sort, va vivre. Voilà. Donc on va évoluer sur la deuxième photo, le deuxième moment. C'est donc à la 19e semaine, 20e, c'est-à-dire début mai. Et vous pouvez constater que le papillon est ici. Il se trouve au Québec, au nord de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire au Canada. Vous voyez, ici, le Michoacán est complètement ici, à 4000 km. Le papillon n'a jamais bougé de ses latitudes. Vous voyez? Donc, il se trouve au Canada. Je prends le troisième cliché, début août. Début août, eh bien, le papillon récupère le Canada. Il se retrouve au sommet donc, de l'Amérique du Nord et pour engager un phénomène de retour. Lui, il ne bougera jamais, mais c'est la Terre qui va s'estirper sous ses ailes et qui va monter en laissant le papillon sur place. Je vais à la dernière semaine, enfin le dernier moment, c'est-à-dire au mois d'octobre-novembre. Et là, vous voyez, le papillon est revenu, c'est-à-dire n'a jamais bougé encore. C'est la Terre qui s'est retirée de dessous. Et puis, ça arrive que le papillon arrive ici en quantité, en masse, tout simplement parce que l'Amérique est un triangle inversé qui est donc canalisé par le Pacifique et l'Atlantique. La latitude E, celle-ci, c'est elle qui fait le ménage, c'est-à-dire elle tire les papillons à descendre, et arrive à un moment où l'état de Michoacán est complètement envahi de papillons, des millions de papillons. Voilà en ce qui concerne ma déduction. Maintenant, je vais vous faire une démonstration sur le diaporama accéléré. Voilà, alors regardez le mouvement accéléré. Ça veut tout dire. Vous voyez, le papillon survole l'Amérique. Voilà. Bon, bah, je vais arrêter parce que c'est sans cesse, mais vous pouvez constater le phénomène, à mon avis, représente bien un semblant de réponse.
Voilà, je vais essayer de faire une démonstration sur la transhumance naturelle de la faune lourde terrienne. Exemple, le gnou dans le carré du Kenya, la Tanzanie, du lac Victoria et de l'océan Indien. Voilà, j'ai donc créé une platitude géométrique de tous les segments et les angles qui animent notre planète. Alors, donc de cette feuille, le premier outil, je passe à la seconde feuille, mon deuxième outil. Voilà, vous allez pouvoir constater que la transhumance naturelle des gnous est ovoïdée. Voilà, ici. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et redécembre. Et ce mouvement est perpétuel. Voilà, donc je suis sur mon ordinateur et je constate les relevés faits par des scientifiques, des professionnels, avec un diaporama qui démontre bien la transhumance naturelle des gnous de l'Afrique de l'Est. Vous voyez, entre le Kenya, la Tanzanie, le lac Victoria et l'océan Indien qui se trouve là, par là. Voilà, donc si on se cale sur leur mouvement, il y a les mois. Allez, mois de décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ça y est, la boucle est bouclée. Et ça, c'est perpétuel, ce mouvement. Alors, le troisième outil se trouve donc sur mon système solaire. Alors, je vous avais dit que l'axe du temps que j'avais déplacé, il se trouve ici, c'est sur cette rosace-là. Cette rosace a 52 dents, 52 semaines. Donc ça fait un an. Et on peut constater, vous voyez, le mois de décembre et au mois de juin. Ce sont les solstices. Et alors du mois de décembre, quand la Terre tourne, elle va faire son tour, elle va passer ici, elle remontera là-bas, donc ça fera l'effet de 1. Le temps est égal à 1. Et cette dimension dans l'espace, le temps est égal à 1. Par contre, sur la Terre, le temps se déploie sur... On va donc retourner voir sur la première feuille pour expliquer ce développement sur l'orbite. Voilà l'application planifiée sur laquelle je fais la démonstration du temps qui est égal à 1 se déploie sur un an. Vous voyez ici décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Voilà déjà 6 mois. Mais alors, quand le temps est égal à 1, on reprend ici juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et la boucle est bouclée pour le temps qui est égal à 1. Mais sur Terre, eh bien, on a donc ce déploiement de 6 mois, ici, qu'on retire ici, et on reprend ici, juin, juillet, août, et ainsi de suite. Donc, il y a un développement, ici, sur une sinusoïde, alors que c'est un cercle qui est égal à 1 pour le temps. Voilà. Et puis, j'ai ce dénivelage avec un petit carton qui, lui, je vais le glisser dessous. Et là, ça va me donner l'emplacement, l'orientation, je veux dire, l'orientation du gnou. Alors, vous voyez, là, la bulle est au centre. Nous sommes au mois de décembre. Eh bien, je vais donc partir. Voilà, l'axe du temps, je vais le faire coïncider ici,
l'axe du temps est ici, l'axe du temps qui est ici, et le dénivellement que le petit carton va programmer ici au mois de mars. Et vous allez voir qu'au mois de mars, hop, vous voyez, la bulle est changée, a changé de sens. Donc, j'oriente mon gnou, voilà. Je continue, août, avril, mai, juin, hop, la bulle est revenue au centre. Je tourne. Pendant ce temps-là, le gnou tourne. Hein. Sur l'application que j'ai démontré sur l'ordinateur, et ça présente bien la même chose. Voilà, donc maintenant je vais sortir mon carton pour le remettre de l'autre côté, étant donné que le temps se déploie. Il faut que je travaille sur les deux, sur le temps qui est égal à 1 et sur le temps qui est égal à 10 400 km. Alors regardez, hop, voyez, au mois de septembre, eh bien le gnou va faire ça. Je le remets ici. Alors c'est difficile à faire tenir. Voilà, le gnou reprend donc la direction nord. Et puis je continue. Et hop, vous voyez, le gnou, au mois de décembre, eh bien, il reprend sa place initiale avant de partir. Voilà, donc je vais aussi donc faire la démonstration pourquoi ces segments ici, mais ça il faut que on constate sur le système solaire héliolinéaire. Alors les deux segments, celui-ci et celui-ci, vous constatez que c'est un axe qui traverse la Terre de part en part. Donc à l'extrémité de celui-ci, ici, et à l'extrémité de l'autre, là, ici, eh bien si on rejoint, on les assemble l'un sur l'autre, il y a 10 400 km entre l'extrémité de celui-ci et de celui-ci. Voilà. Donc il y a 10 400 km et ça correspond au mouvement entre les deux solstices, entre l'hiver et l'été. Et c'est ça, cette application que j'ai placée ici. Voilà. Vous voyez, entre le sommet ici et celui-ci, j'ai 10 400 km. Donc vous avez pu constater par ce film ce qui m'animait l'esprit. En tant qu'autodidacte, j'ai fait une représentation avec un art naïf. Tout me vient par intuition. Je ne suis instruit en rien de tout ce que j'ai présenté. Je vais quand même sur Internet, je suis en binôme avec Internet, les relevés scientifiques, et je viens ici et j'arrive à avoir des réponses, et j'ai des réponses. C'est bien pour ça que j'ai fait un film. Loin de ma pensée, quand j'étais en activité, qu'un jour, j'aurais fait un voyage dans l'univers. Il suffit de voyager dans sa tête et puis tout marche bien, quoi. Je pense avoir répondu aux questions que je me posais, et c'est ce que je dis, qu'un talent, c'est comme une tare, on hérite de ça à la naissance, et qu'un talent pour moi est au service de l'homme au sens noble du terme, il n'est pas au service du moi-je. Donc si je reçois, j'évoque, et je prends plaisir à faire un film, c'est-à-dire à faire une démonstration physique avec tous les sens du terme, pour pouvoir communiquer en direct, quoi. L'écriture pour moi c'est assez difficile, je ne suis pas un intellectuel, mon imaginaire ne coule pas sous la plume. Par contre, je suis capable de faire matière du vide. Le vide pour moi c'est l'esprit, ce qui m'anime, est concrétisé avec de la matière. Et cette matière, eh bien,
ben, il faut la faire parler. Eh bien, ça fait 3 ans, plus de 3 ans que j'essaye de communiquer toutes ces découvertes auprès de scientifiques, auprès des journalistes, pour au moins engager le débat. Mais j'ai toujours vu et j'ai toujours constaté que le savoir ne nous appartenait pas, il n'appartenait qu'à une certaine élite. Et ça, c'est un problème, parce que c'est quand même dommage. Le savoir n'appartient à personne, il appartient à tout le monde. Cette force du savoir aujourd'hui génère l'obscurantisme. On ne veut pas entendre parler d'autre chose de ce qu'ils ont décidé. Et c'est pour ça que je suis un petit peu colère vis-à-vis de ça. Parce que si j'ai fait le film complètement, si j'ai fait un dossier complet, c'est pour que ça parle tout de suite maintenant. Il faudra bien qu'on engage un débat. Je suis allé aussi à la LPO, au Bureau national de la Ligue Protection des Oiseaux, à Rochefort-sur-Mer. Et puis j'avais laissé mon dossier et je devais reprendre 8 jours après. Ben, quelle fut ma surprise? J'ai senti une frustration au point même de clore le débat très rapidement. Pourquoi? J'ai même envoyé aussi à l'UBS, l'Université Bretagne Sud de Vannes. Et puis, eh bien, j'ai senti aussi que ça leur brûlait les mains. Et ça a été rapidement envoyé à la maison en disant qu'ils n'avaient pas le temps. Alors, moi je veux dire, si je me trompe, alors qu'on me l'explique. Je tiens aussi à dire que par l'intermédiaire de ce film, je revendique toutes ces créations, ces maquettes et ces découvertes surtout,